écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Nariman. Bonjour Ali. Dans l'actualité, le déplacement du président de la République en Slovénie, Abdelmadjid Tebboune, effectue une visite d'État à l'invitation de son homologue Nataša Pirc-Musar. Non-respect de la partie française des procédures d'affectation d'agents diplomatiques, l'Algérie demande le rapatriement immédiat des agents concernés vers leur pays d'origine. Le Haut Commissariat à la numérisation dévoile la stratégie nationale de la transformation numérique, le numérique qui devrait contribuer à hauteur de 20% du PIB d'ici 2030 selon l'objectif tracé. Présentation à l'Assemblée populaire nationale du projet de loi relatif à la lutte contre la drogue. Le texte propose le durcissement des sanctions à l'encontre des narcotrafiquants qui utilisent des mineurs. Agression contre la bande de Gaza, des négociations sont en cours entre le mouvement Hamas et les États-Unis. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent. Une quarantaine de martyrs ces dernières heures. Football, 3 rencontres en championnat de Ligue 1 cet après-midi, dont le derby Serbe-Louzded Mouloudia d'Alger. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République a quitté Alger ce matin à destination de la République de Slovénie où il effectue une visite d'État à l'invitation de son homologue Nataša Pirc-Musar. Les deux pays affichent leur volonté de renforcer la coopération bilatérale. Rim Boukhari est l'envoyé spécial de la radio algérienne. Entre Alger et Ljubljana, les relations bilatérales entament une nouvelle ère. Ces dernières années, les plus hautes autorités des deux pays ont affiché leur volonté d'approfondir leur partenariat à tous les niveaux, une volonté qui se concrétise à travers une intensification des échanges diplomatiques, politiques et économiques avec pour objectif aller vers un partenariat stratégique. Abdelrahman Hadef, analyste expert en géoéconomie. La relation entre l'Algérie et la Slovénie est sur le plan politique par une entente parfaite et même par une convergence des points de vue sur les questions internationales et régionales. Et à cet effet, je pense que les deux pays œuvrent aujourd'hui à renforcer leur coopération et leur partenariat à travers une nouvelle vision qui a été enclenchée en 2023-2024 à travers la signature d'un certain nombre d'accords dans des domaines tels que l'énergie, l'éducation, les énergies renouvelables, la numérisation et l'intelligence artificielle. De plus, l'ouverture il y a quelques mois d'ambassades dans les deux capitales constitue une étape majeure permettant aux deux pays d'élargir leur champ de partenariat. Je pense aujourd'hui que la relation entre l'Algérie et la Slovénie tend à devenir une relation stratégique et vers un partenariat stratégique de haut niveau. Et pour cela, Alger et Ljubljana travaillent aujourd'hui à renforcer aussi leur concertation multilatérale. Étant tous deux membres non permanents au Conseil de sécurité, les délégations algériennes et slovènes coordonnent sur de nombreux dossiers, affichent des positions communes sur des questions comme celle de la Palestine ou encore le Sahara occidental. Alors, envoyé spécial de la radio algérienne Rim Boukhari pour cette visite d'État qu'entamera le président de la République Abdelmadjid Tebboune en Slovénie. Non-respect des procédures en vigueur, les autorités algériennes demandent à la France de rapatrier immédiatement les agents français objets d'une affectation dans des conditions irrégulières auprès des représentations diplomatiques et consulaires françaises en Algérie. Des manquements flagrants et répétés de la part de la partie française qui a affecté pas moins de 15 agents sans que ces affectations n'aient fait l'objet ni de notification officielle ni de demande d'accréditation comme l'exigent les procédures. Kamel Filali, expert en droit international, contacté par Ibtihal Atoun. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'en dit le droit international. La question de rapatriement est liée directement à une question de souveraineté nationale, parce que c'est nous qui acceptons les diplomates après leur présentation et leur demande dûment faite et conformément au droit international et conformément aussi à la loi algérienne, si la loi algérienne a prescrit quelques éléments qu'il faut fournir, etc. Ce qui fait qu'elle est dans son droit absolu de demander ce rapatriement vers la France des diplomates qui sont entrés clandestinement, parce que le terme est utilisé. Et si, par exemple, la France persiste dans son obstination à ne pas retirer ses diplomates, l'Algérie peut les faire partir par une décision de les considérer comme étant persona non grata.
L'expert en droit international Kamel Filali. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté ce matin à la présentation de la stratégie nationale de la transformation numérique. Tous ces axes ont été déclinés. Il est question notamment d'augmenter l'apport du numérique à 20% du PIB à l'horizon 2030. Compte rendu de Rimbo Khadoum. Faire du numérique un moteur de l'économie nationale et contribuer à hauteur de 20% au PIB à l'horizon 2030 à travers la dynamisation de l'industrie du numérique, l'encouragement de l'innovation et le renforcement des compétences nationales dans ce domaine. Merim Ben Mouloud, ministre au commissaire à la numérisation. Contribuer au développement économique et social de notre pays à travers la facilitation et l'accélération des transactions, la garantie d'une connectivité de haute qualité pour tous, ainsi que la mise à disposition de services publics numériques accessibles à 100%. Cela s'ajoute au développement d'une économie numérique nationale créatrice de richesses. La réalisation de ces objectifs est en adéquation avec les valeurs de notre pays, notamment celles liées aux principes fondamentaux de la justice sociale consacrés par la Constitution algérienne. Elle est également en harmonie avec les orientations stratégiques et les nobles ambitions de Monsieur le Président de la République. La réussite de cette stratégie passe d'abord par la mise en place d'un cadre législatif adapté aux enjeux numériques. L'élaboration de la loi sur la numérisation a été finalisée avec la participation de tous les acteurs concernés. Cette loi est actuellement en cours de discussion au niveau du secrétariat général du gouvernement. L'autre pilier de cette stratégie, c'est la sécurité numérique qui constitue un fondement essentiel et crucial sur lequel reposent les autres axes, afin de protéger les données et les systèmes contre les menaces cybernétiques, en cohérence avec la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information 2025-2029 adoptée par le Conseil national de sécurité des systèmes d'information. Il s'agit aussi d'encourager le partenariat public-privé pour favoriser l'investissement, le transfert de technologies et la création d'un écosystème numérique performant. Le projet de loi relatif à la lutte contre la drogue et la toxicomanie sera présenté cet après-midi devant les députés. Ce texte prévoit des dispositions qui durcissent les peines contre les narcotrafiquants, notamment ceux qui exploitent ou manipulent les mineurs. Professeur Abdelkarim Messoudi, chef de service à l'établissement hospitalier spécialisé de Chraga, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Parmi les articles cités dans cette loi, nous avons la protection des mineurs et des personnes en difficulté ou bien incapables. Il a été constaté sur le terrain que certaines situations où les mineurs peuvent faire l'objet de ces abus-là, d'utiliser donc en matière soit de trafic de drogue ou bien de consommation. Donc effectivement, c'est une très bonne chose. Les peines sont très importantes, jusqu'à 30 ans de prison. Et dans d'autres situations, des peines beaucoup plus lourdes que ça. Et ça confirme la politique dans notre pays en matière de prise en charge des addictions, c'est-à-dire répression et soins. Toujours on voit à travers cette loi qui renforce, qui fixe clairement les règles en matière de prise en charge, de prévention, plan juridique, mais surtout de sévir contre les narcotrafiquants et contre toute personne qui essaye d'utiliser des personnes en matière de trafic de drogue. Imposer des tests dans certains secteurs d'activité pour détecter les consommateurs de drogue, une autre disposition proposée par le texte et sur laquelle revient professeur Abdelkarim Messoudi, chef de service psychiatrie à l'EHS de Chraga. Ça va permettre en quelque sorte d'avoir une assise juridique, texte réglementaire pour permettre à l'employeur de procéder au contrôle, mais surtout d'accompagner des gens aussi, mais aussi de soigner les gens qui sont en difficulté, qui posent problème de consommation. Et donc c'est une manière de lutter contre cette consommation, mais aussi d'inciter les personnes à se soigner. Je pense que c'est une très bonne chose dans certains secteurs où l'erreur n'est pas permise. Si on ne procède pas au contrôle dans ces secteurs-là, malheureusement on risque d'avoir de mauvaises surprises. Et c'est ce qui est le cas actuellement, cette consommation qui commence à être un peu présente un peu partout, donc à tous les niveaux, notamment chez les adolescents. Le Code de procédure pénale prévoit également un chapitre dans le cadre de la lutte contre la drogue, aggravation des peines. D'autres dispositions sont prévues dans ce texte qui doit être soumis au vote des députés ce lundi, notamment des dispositions en phase avec les évolutions de la société et assurant notamment le renforcement de la protection des droits. Ibtihal Addoun.
Le projet de nouveau code de procédure pénale soumis aujourd'hui au vote à l'Assemblée populaire nationale marque une étape importante dans la modernisation de la justice. Porté par le ministre de la Justice, ce texte entend adapter les procédures judiciaires aux standards contemporains, en renforçant l'efficacité, la transparence et la protection des droits fondamentaux. Parmi les avancées notables figure l'amélioration du cadre juridique de la détention provisoire, une meilleure prise en charge des victimes et l'alignement sur les engagements internationaux de l'Algérie en matière de droits humains. Sur les 99 amendements proposés, seuls 41 ont été retenus, laissant place à des interrogations sur l'ouverture du processus législatif. Enfin, ce projet reflète une volonté de faire évaluer la justice algérienne vers plus de modernité et de rigueur. Son adoption constituerait une avancée significative à condition que les préoccupations exprimées puissent être prises en compte dans un esprit de concertation continue. L'Algérie est résolument tournée vers le continent africain. Plusieurs initiatives sont entreprises pour notamment le développement des territoires dans le sud du pays, créer des centres de vie, notamment sur l'axe Insalah-Tamanrasset. Sofia Boukercha. L'axe Ain Salah Tamanrasset incarne une vision, celle d'une Algérie tournée vers l'Afrique. Il constitue un levier stratégique pour structurer l'espace national et stimuler un nouvel élan économique dans le cadre du redéploiement africain de l'Algérie. Professeur Djoudi Bourras, président du conseil scientifique de l'INESC. C'est l'avenir de l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est une soudure entre le nord de l'Algérie et l'Afrique. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Algérie mise beaucoup sur son redéploiement africain. D'autre part, c'est un axe central qui, normalement, devrait constituer le point focal, le point de convergence de l'ensemble des dispositifs qui veulent en réalité donner à l'Algérie une meilleure cohérence sur le plan spatial et une meilleure cohérence sur le plan du redéploiement des activités économiques. Plusieurs zones ont été identifiées le long de l'axe Ain Salah Tamanrasset pour accueillir des centres de vie adaptés aux spécificités locales. Majid Saada, directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur. 1. C'est le carrefour Abalessa. 2. C'est Wahagen, le marabout Mouleslissen et le plateau d'Arak et Mlaoulaouen. Prise en compte par les aspects liés à l'environnement et le climat, les conditions spécifiques du terrain, les opportunités économiques, une connexion facile à l'aquaduc et la transsaharienne. Il s'agit à travers la création des centres de vie sur l'axe Ain Salah Tamanrasset d'impulser le développement socio-économique le long de cet axe, identifier les zones offrant les meilleurs potentiels naturels et socio-économiques pour accueillir des centres de vie basés sur un élément fort que sont élaborer le projet d'aménagement de chaque ville et de chaque centre de vie. Un projet d'envergure à la croisée des ambitions nationales et des réalités du terrain pour un meilleur équilibre territorial et l'avenir de l'Algérie. Les représentants du mouvement palestinien Hamas mènent des négociations avec Washington pour un cessez-le-feu à Gaza. Le Premier ministre israélien Netanyahou a affirmé que la libération d'un prisonnier de guerre israélo-américain annoncé par le mouvement Hamas ne donnerait pas lieu à un cessez-le-feu ni à une libération de prisonniers palestiniens. Le décryptage de l'analyste politique Faisal Djelloul, contacté par Rabea Slimani. Les massacres de Gaza font des échos très négatifs contre ceux qui soutiennent Israël, contre les États-Unis d'Amérique. On ne peut plus soutenir cette guerre qui va peut-être, si ça continue, générer des engagements américains de longue durée, c'est que M. Trump ne veut pas. Donc, il a une autre stratégie à appliquer dans la région. Cette stratégie repose sur mettre fin au conflit à Gaza et ouvrir d'autres voies pour la paix dans la région. Les consultations en cours portent également sur l'acheminement de l'aide humanitaire. D'abord, il faut souligner que les négociations entre Hamas et les Américains, ce sont des négociations par des intermédiaires. Est-ce que ce genre de négociations va ouvrir une voie pour terminer la guerre à Gaza? Il y a des signes qui montrent que c'est possible. Mais avec les manœuvres de Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite en Israël, on ne peut pas être sûr. Il faut aussi souligner que la société israélienne elle est fatiguée de cette guerre. Il y a aussi les familles des otages poussent vers un accord qui rend les otages et qui arrête la guerre. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent. Une quarantaine de martyrs ces dernières heures dans la bande de Gaza. Khalil Doghran, porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, contacté par Karim Abnour.
L'armée de l'occupation a commis plusieurs massacres. Depuis l'aube d'hier, les chouhadans ont dépassé les 40 personnes, dont la plupart des femmes, des enfants et des vieux. Il y a eu plus de 130 blessés. La situation est chaotique avec le manque de carburant et de matériel dans les hôpitaux. Et après ces bombardements, il nous est difficile de ramener les victimes à cause du manque d'ambulances. Il y a 650 000 enfants menacés de mort à cause de la famine et ils sont toujours privés de vaccins contre la polio. Le monde et la communauté internationale doivent bouger rapidement. Les États-Unis et la Chine ont annoncé la suspension pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane prohibitifs qu'ils s'étaient mutuellement imposés, une désescalade dans leur guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale. Et puis le PKK, le parti du Kurdistan, qui a annoncé sa dissolution et la fin de la lutte armée après plus de 4 décennies de conflit avec la Turquie. L'info revient dans quelques instants. Coopération entre Alger et Tokyo. Des experts se penchent à Alger sur la gestion des risques majeurs, en particulier le risque sismique, y compris lorsqu'il s'agit de réhabiliter les constructions ou protéger des villes. Les détails avec Maïssa Smaïl. Face aux caprices de Dame Nature, il devient essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les populations et les biens des risques majeurs. Dans ce domaine, l'Algérie peut s'appuyer sur l'expertise et l'expérience du Japon, fondée sur des techniques de construction plus robustes, comme nous le dit Dr Tomohisa Mukai, chercheur principal à l'Institut japonais de recherche sur le bâtiment. Au Japon, nous avons développé des techniques d'évaluation et de prévention sismique en 1977. Ces méthodes ont commencé à être appliquées à partir de 1995. Elles ont démontré leur efficacité face aux puissants séismes que le Japon a connus au fil des années. Nous souhaitons aujourd'hui transmettre cette expertise et ce savoir-faire à l'Algérie afin de contribuer au développement de ses propres méthodes d'évaluation sismique. En Algérie, où de nombreuses villes sont situées en zone sismique active, cette approche est saluée par la délégation nationale aux risques majeurs. On écoute Dr Naïma Touloum, directrice d'études à la DNRM. L'objectif principal, c'est de conforter les bâtiments existants vis-à-vis du risque sismique. Là, il y a une nécessité d'augmenter la résilience de ces bâtiments. Dans cet objectif-là, un projet de coopération a été lancé entre la partie algérienne et la partie japonaise. L'Algérie et le Japon, unis par une histoire marquée par les séismes, renforcent ainsi les ponts de coopération en matière de prévention contre les risques majeurs. Dans le secteur de l'éducation, l'examen d'évaluation des acquis des élèves de 5e année primaire est en cours. Il a été généralisé cette année aux élèves de 2e et 4e année primaire avec seulement 2 épreuves. Hassina Bouzidi, directrice d'école à Alger, contactée par Maël Kens. Ces 3 jours 11, 12, 13, on a commencé l'épreuve écrite, juste 2 matières pour les 2e et les 4e années, l'arabe et les maths. Et concernant les 5e années, ça a touché 6 matières écrites. Premier jour avec l'arabe et l'histoire et l'éducation islamique. 2e jour, ils sont en train de passer l'épreuve des maths. Après-midi, le français. Et le 3e jour, ils auront l'anglais. Comme ça, ils auront une fiche de synthèse quand ils vont passer au collège. Les enseignants au collège, ils seront déjà au courant de leurs lacunes et ils peuvent leur évaluer. Donc, j'espère que cet examen sera généralisé même pour les 1e et 3e années. Journée d'études sur l'intelligence artificielle et la protection du patrimoine, une rencontre organisée par le ministère de la Culture, l'ONDA et l'Ordre des architectes. Le ministre Zoher Balalou au micro de Fatah Poumati. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui doivent aider à la prise de décision en matière de conservation du patrimoine culturel. D'abord, le patrimoine classé, en matière de diagnostic, de conservation et de gestion. Et puis aussi dans l'innovation, c'est-à-dire dans la planification urbaine et architecturale qui est autour des monuments historiques. On a axé sur l'importance de respecter la propriété intellectuelle, de respecter l'éthique en matière de conservation du patrimoine, l'utilisation des applications artificielles, éviter le copier-coller pour rester dans l'authenticité. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le cerveau humain. Elle est là pour appuyer et faciliter la prise de décision. Un outil de travail. La saison estivale se prépare activement. Des mesures sont prises en particulier au niveau des wilayas côtières. À Mostaganem, le nombre de plages autorisées à la baignade est revu à la hausse. Yamina Hamdoud.
Parmi les initiatives, l'ouverture de nouvelles plages et l'amélioration des plages existantes. Mohamed Shrif Zalmati, directeur de Wilaya du tourisme et de l'artisanat. Lors de la saison estivale précédente, nous avions 51 plages autorisées à la baignade. Cette saison, 6 nouvelles plages seront ouvertes dans les communes de Achacha, Sidi El Khadra, Hadjaj et Sidia, portant le nombre de plages autorisées à 57. Une enveloppe financière estimée à 50 milliards de centimes a été allouée pour l'aménagement de ces plages. L'amélioration des infrastructures existantes est aussi une priorité. Des travaux sont prévus pour aménager les nouvelles plages, mais aussi pour améliorer celles déjà existantes. À Marsachir, 700 millions de dinars ont été alloués. À Sidi El Hadjal, dans la commune de Khadra, 3,5 milliards de centimes seront investis et à Sidi Mansour, 3,12 milliards de centimes sont prévus pour les travaux. Avec 57 plages ouvertes et des projets d'amélioration ambitieux, Mostaganem s'apprête à vivre un été en toute sécurité et sous le signe du bien-être. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Algéchien 3. Le sport avec du football à Les Hamouches, 3 rencontres dans le cadre de la 25e journée du championnat de Ligue 1. En effet, suite et fin de la 25e journée du championnat de Ligue 1, ça va commencer à partir de 17h avec ce choc entre le leader, le Moudia d'Alger, qui accueillera son dauphin, le Shabab Riyadi de Belouizdad, une rencontre qui se jouera à huis clos au Nelson Mandela Stadium. Et à la même heure, le poursuivant direct, la JS Kabylie, qui sera en déplacement à Al-Bayed. Et à 18h, cette rencontre entre la lanterne rouge du championnat, l'US Biskra, qui accueillera le Paradou Athletic Club. Ça sera à 18h, des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Algéchien 3. Le handball, c'est les playoffs chez les messieurs. Et ça va débuter cet après-midi. Donc le premier tournoi playoff et la première journée. Donc il y aura 4 matchs au programme. À 14h, la JS Saoura qui affrontera l'Olympique de l'Oued. À 15h30, le S Ain Touta qui sera face à l'IC Ouergla. Et à 17h, Borjouarij qui affrontera la JSE Skikda. Et enfin, à 18h30, le CRB Mila qui sera face au HBC El Bière. Merci Adi. Selma Figuer Erdouan Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Samira à la console technique, Yassine Ostrimine et Houssine à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Benour pour le bulletin météo.